On va aller voir le vieux. Tu le connais le vieux, toi? Non? C'est qui le vieux? Tu verras. Ah, t'as raison que le chien... Dommage. Regarde. C'est pas le premier chien auquel on pense en fait quand... On n'est pas un chien, C'est mon chien de berger, c'est un bosseron. c'est un ragondin. Avant on avait un bosseron mais on n'avait pas de vache. C'est ça. Maintenant... Maintenant on a des vaches, on a un teckel. Moi là-bas je suis veto. En fait quand j'ai fait mes études veto, c'était pour travailler en médecine de troupeau avec les animaux d'élevage. Ouais. J'avais déjà cette envie d'être là-dessus. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Enfin, tu vois, le premier boulot que j'ai eu, c'était en Normandie et j'étais le veto des vaches de son père. Alors, tu vois. Ah, l'amour est dans le pré. Et en fait, quand on s'est rencontré avec Pierre-Antoine, on a eu assez vite cette envie de projet en commun de la ferme. Donc moi, Ouais. je travaille à mi-temps comme veto et puis voilà, je collabore au projet de la ferme avec Pierre-Antoine. Et donc construire son projet, il y a un moment où tu te dis d'accord, mais où est le meilleur lieu pour construire notre projet? Et on a cherché des zones qui nous intéressaient. Et une fois qu'on a trouvé ça, moi après, c'était une évidence que quand on est arrivé sur le secteur là, j'ai dit c'est bon, c'est ici. Allez, tu viens Margot, on fait le tour. On va donner à boire à Rajasthan. Il est né jumeau et sa mère a adopté que sa sœur et pas lui. D'accord. Du coup, bah, la maman c'est nous. Donc on donne du lait maintenant ici. Un bonhomme. On bossait comme des tordus. Dès qu'on avait du temps, alors on gagnait de l'argent. Hein. Dès qu'on avait du temps, qu'est-ce qu'on faisait? Sport extrême. Donc on allait faire de la montagne à fond, des cols, des machins, des trucs. Puis on revenait et on rebossait à fond et on faisait des kilomètres, des machins, des trucs. On allait voir les potes, pas d'heure et tout. Enfin tu vois, on bingeait notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a pas, ça avait plus de sens quoi. On courait dans un système comme un hamster dans une roue quoi. Tu vois, tu cours, mais il y a un moment tu sais plus pourquoi tu fais ça. Et on a eu besoin de se sortir de la roue, de la cage, et de faire un pas de côté en regardant le truc, et en se disant de loin, mais attends, on va aller marcher, mais pas dans une roue sur un chemin. On a marché 1 an, on a marché 7000 km avec Sophie autour du monde pour bâtir ce projet-là. Ce qu'on fait là, on l'a pensé entre 2015 et 2016 en marchant à travers la Nouvelle-Zélande, à travers la Bolivie. Qu'est-ce qu'on veut faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire de toutes ces compétences qu'on a réussi à acquérir? Ça fait des années qu'on bosse en agronomie vétérinaire. On met ça au service de quoi? On a fermé notre maison à clé ici. On a donné les clés à notre propriétaire, on lui a dit on revient dans 400 jours. On a pris chacun notre cheval, Sultan et Rahan, et on est allé jusqu'en Ariège, parce qu'il fallait qu'on confie nos chevaux à quelqu'un pendant le reste du voyage. On a déposé les chevaux, on a pris l'avion, on est allé en Nouvelle-Zélande. On était au Cap Nord, donc au plus au nord de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Et il y a un chemin qui fait 3300 km et qui va jusqu'au Cap Sud, jusqu'à Bluff. Et c'est pas du bluff, hein. C'est 3300 km à pied. 5 mois et demi de marche, juste comme ça. À travers la Nouvelle-Zélande, un grand trait comme ça. Mais vous êtes givré. C'est nécessaire de changer de point de vue. Monter sur un cheval et partir de chez toi et faire 5 km, c'est déjà changer de point de vue. En fait, en réalité, tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, on s'en fiche. Mais c'est un moment, c'est arrêter cette espèce de vie trépidante là, c'est repasser dans un espace-temps un espace-temps qui soit juste humain et compatible avec une connexion avec le vivant, tu vois, parce que sinon c'est pas compatible quoi. Quand tu prends le TGV tout le temps, tu peux pas être connecté quoi. T'es forcément complètement, tout est artificialisé quoi. Donc c'est se reconnecter, prendre le temps, sentir sans ses pieds la notion d'espace et du temps qui s'écoule, changer de point de vue et là tu peux prendre ce recul. Et en fait au fil des rencontres là tu te laisses bercer puis le truc il se construit tout seul. En fait pendant cette année-là on a lu vachement, on avait une liseuse parce que les bouquins c'était pas facile. On s'est téléchargé 300-400 bouquins, des trucs de philosophie, des trucs d'agroécologie. On a lu plein. La journée quand on marchait, des trucs de vegan pour comprendre l'antispécisme, on a lu plein de trucs quoi.
Et la journée, quand on marchait, tu vois, on débriefait ça. Ouais, moi, je suis en train de lire tel truc, qu'est-ce que t'en penses et tout. Mais tu crois que quand on revient, la ferme... Mais alors, est-ce qu'on a le droit de tuer les animaux? Tu penses qu'on peut vraiment... Tu vois, on s'est posé toutes ces questions-là. C'est énorme. Au fil des rencontres, c'était incroyable. Ça, c'est les synchronicités, tu sais, quand t'es en train de construire un projet, que t'es en cohérence avec toi, tu rencontres exactement les personnes. Il se passe dans ta vie exactement les événements que tu as besoin. Il était 16h, on était avec nos chevaux, on savait pas où on allait pioter, on était là, putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis là, t'as un mec qui passe, qui marche à côté de toi, qui te dit, mais vous faites quoi là? Ah bah venez à la maison, bah vous avez qu'à dormir à la maison ce soir. Et puis on discute et tout, puis le gars, là il élève des bœufs, on est au fin fond du Massif central, on voit un mec qui élève des bœufs 7 ans avant de les vendre, qui fait de la vente directe. Et là on va avec lui le soir, on va voir ses bœufs et tout, avec Pedro on se dit, mais c'est ça, on y est là, c'est ce sens-là, c'est ça qu'on a envie. J'ai un peu viré de bord, je suis devenue ostéopathe. Du coup, mon métier n'a plus grand chose à voir avec ce que j'ai pu apprendre à la Maison Alfort il y a 15 ans. Et donc maintenant, je soigne avec mes mains. En fait, on intervient avec des séries de tests d'écoute pour écouter un petit peu les différents mouvements dans l'organisme. Ouais. Ça peut être très subtil, hein. Ça peut être des mouvements qui sont articulaires, mais aussi des mouvements fluidiques. Le principe de l'ostéopathie, c'est que on estime qu'un organisme a la capacité de s'auto-guérir. Donc nous, on est simplement là pour impulser la guérison et lui donner le bon message pour l'amener vers la guérison. Donc c'est super intéressant parce que c'est pas une médecine pour aller contre. Moi, ce qui me gênait un peu avec la médecine allopathique, parfois on est toujours contre. On veut lutter contre un symptôme, contre un signe clinique, tu vois. Et là, on est avec. On écoute l'animal, on écoute comment son corps réagit, quel est son schéma corporel, et on va l'aider lui-même à trouver sa propre trouver la voie, ouais. solution. Ouais. Eux, ils sont allaités jusqu'à 9 mois, mais ils commencent à manger de l'herbe et à faire fonctionner leur appareil de rumination vers l'âge de 2-3 mois. T'as pas inventé mieux qu'un truc qui mange de la salade et qui fait du muscle, quoi. Toi, est-ce que si tu bouffes que de la salade verte, tu vas faire du muscle? Non, il te faut de la B12, il te faut d'autres trucs, il faut des apports protéiques. Et eux, ils ont un truc formidable, c'est qu'en mangeant que de l'herbe, ils sont capables de fabriquer des protéines. Et ça, c'est unique. Le ruminant, il est unique pour ça. On va faire un vermifuge tous les 2 ans. Ah oui. Un traitement antibiotique si vraiment il y a une vache qui se fait une grosse blessure. Et puis en fait, c'est tout. Voilà. Donc nos dépenses ne vont pas être très intéressantes. Versus quand tu rentres les animaux en stabulation, tu as beaucoup de choses à donner. Il faut vacciner contre les maladies respiratoires, les diarrhées du veau, parce qu'ils sont confinés en bâtiment. Donc, tu as plus de maladies collectives liées au fait de concentrer les animaux. C'est le confinement qui apporte la maladie. Le confinement qui apporte la maladie. Elle est bonne celle-là. Bah, c'est plus facile, moi, je trouve, de se déculpabiliser de la mort de l'animal quand tu lui as fourni cette vie-là, que si tu l'as enfermé entre 4 murs et tu lui as fait vivre une vie sordide et qu'en plus, tu vas lui voler sa vie à la fin. C'est pas toujours agréable au quotidien de devoir voir les dégâts de justement cette agriculture trop intensive où on parque les animaux, etc., où on les soumet, en fait, on les met dans un cadre prévu par l'homme avec des mètres carrés par vache, tout un tas de volumes d'air, de bâtiments. Enfin, tu vois, c'est que des chiffres. On s'en fout des chiffres, quoi. Les vaches, elles en ont rien à foutre des chiffres, elles ont envie d'être dehors. Et c'est dur quand tu vois, t'es au quotidien là-dedans où finalement tu vas réparer des animaux, donc tu mets au service tes compétences de médecine pour réparer des animaux, pour les remettre en service sur un système qui, de toute façon, c'est ce système-là qui les rend malades. Une vache qui est en bâtiment, qui ne marche pas suffisamment, qui est tout le temps dans la paille, dans le fumier, elle a mal aux pieds, elle a de l'inflammation. C'est pareil, une vache qui mange du maïs tout le temps, elle a mal au foie, elle a des ulcères gastriques. Tu vois, alors que si tu lui donnes de l'herbe, ben, tout va bien, puisqu'elle est prévue pour ça. Et en fait, moi, j'en ai marre d'aller voir des animaux dans les fermes qui sont malades du système. Tu vois, d'essayer... En fait, pour moi, la médecine, c'est rester en bonne santé, quoi. C'est ça le but du jeu. Et rester en bonne santé, c'est respecter les besoins et les rythmes physiologiques de l'animal. Donc ici, on essaye de faire ça, et ça, ouais, forcément, ça a plus de sens pour moi.
Quand tu caresses une bête, il faut que tu la caresses comme ça. D'accord. Parce que la vache, quand elle lèche son veau, elle le lèche. Elle le lèche toujours comme de ça. bas en haut, en montant comme ça. Ok. Et donc si tu fais ça, tu reproduis ce que fait la mère. Ouais, j'ai La mère, elle compris. fait ça, et tu reproduis ça. Donc tu reproduis un geste que le veau a l'habitude d'avoir. Et donc tu es tout de suite beaucoup plus en lien avec ton animal. Pour moi, la perte de lien avec l'animal, clairement, c'est un des choses qui a fait complètement se métamorphoser la filière élevage en France et qui fait qu'on a complètement perdu l'essence même. C'est-à-dire, l'essence même, c'est prendre soin, quoi. Et en fait, dès le moment où tu perds ça, mais limite, ça n'a plus de sens, ton métier, en fait. Tu sais pas pourquoi tu fais ça, quoi. On t'amène ici parce que là, tu vois, t'as Sultan, et là, c'est Rahan, et c'est nos chevaux. Et ils sont vachement importants dans le projet parce que c'est grâce à eux qu'on a eu envie de réinventer un peu la relation homme-animal dans l'élevage. On s'est formé à ce qu'on appelle les méthodes des chuchoteurs américains. Donc, ce sont des méthodes qui sont beaucoup dans l'observation du comportement naturel du cheval. Et comment toi, en tant qu'humain, tu t'essayes de t'approprier leur langage. Et du coup, on s'est mis à réfléchir à comment on pourrait avoir cette même relation avec nos vaches. C'est vraiment, tu vois, dans l'idée que l'animal, il est volontaire et qu'il participe pleinement au travail qu'on lui demande. Et en fait, on utilise des zones de grattage qui ont été identifiées comme étant les zones de grattage entre eux. Ah, Tu vois ? génial. Donc on utilise Génial. le garrot, le pli, caudal, etc. Enfin, c'est des endroits très précis. Et en fait, on leur dit, ouais, on parle le même langage que toi. Ah ouais, c'est cool, ça t'aime bien, tu le fais avec ta maman, elle te léchait comme ça. Bah moi aussi, regarde, je sais bien le faire. Et en fait, on leur donne du plaisir. Et l'animal, il se rend compte, il enregistre que c'est agréable d'être près de ses éleveurs. Et donc là, une fois qu'on a gagné ça, alors là, c'est parti. T'as gagné la confiance. On peut tout faire, c'est-à-dire qu'on arrive ensuite à mettre un licol comme un cheval. C'est-à-dire que petit à petit, on va avec une méthode, là on utilise le clicker training, des choses qui sont utilisées dans les zoos pour, tu sais, que les éléphants montrent leur trompe aux soigneurs. Donc on clique avec un petit boîtier qui fait un bruit reconnaissable et on récompense avec une récompense alimentaire. Et on va leur apprendre petit à petit à accepter le licol, etc. Tout en maintenant un conditionnement toujours positif. Il y a des récompenses, il y a du grattage, c'est agréable, donc elles le font. Un bovin, ça peut faire 20-30 km par jour sans problème, quoi. Donc ils sont faits pour se déplacer à la base. Bah, les grands troupeaux de buffles que tu as dans la savane ou de gnous, tout ça, c'est des troupeaux qui font 200-300 000 gnous. Ils se déplacent comme ça. Et puis ils ont des bois pour s'arrêter à certaines périodes de l'année. Ils ont des grandes prairies pour comment ça s'appelle, pour se nourrir. Et c'est des troupeaux qui se déplacent, que c'est des troupeaux transhumants. En fait, quand tu as un troupeau de 200 000 gnous, en 5 jours, toutes les femelles ont mis bas. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elles se cyclent en même temps et elles mettent bas tout en même temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'un troupeau comme ça est stabilisé toujours au même endroit, tu as des problèmes de parasitisme et tu as aussi des problèmes de prédation. Bien sûr. Donc ils ont besoin de se déplacer. Ce qui fait qu'en 5 jours, tout le monde met bas et au bout de 5 jours, elles s'en vont. C'est beau. Hein. Je vous emmène à la maison. La maison des vaches. Ça va les bébés ? C'est Russell, ça. Russell Crowe. Russell Crowe. Ça va, Russell Crowe? Oh, ça va. C'est beau, Russell. Magnifique. Pourquoi il a la tête blanche comme ça? C'est des Hereford. Quand on a repris la ferme il y a 4 ans, l'idée c'était de se dire c'est quoi la vache idéale dans notre contexte. Et comme on a 150 hectares de nature d'un seul tenant, c'est une espèce d'îlot un peu isolé du reste parce qu'on est entouré que de rivières. Et l'idée c'est comment on fait pour avoir une race de vache qui est adaptée à ce terroir-là, c'est-à-dire 100% herbe. Donc comme on ne produit pas de céréales, comment on fait pour avoir une vache qui va être docile, gentille, qui va véler toute seule, qui sera capable de vivre dehors toute l'année et qui va pouvoir manger que de l'herbe et s'engraisser à l'herbe toute l'année. La race Hereford s'est trouvée plutôt bien parce qu'elle est hyper docile et quand on a visité en fait quelques élevages, on s'est rendu compte que c'était aussi que des femmes qui géraient les troupeaux et ça nous a fait tilt. On s'est dit là il y a quelque chose et donc on a choisi cette race-là pour ça.
Oh putain. Me dites pas que vous n'êtes pas heureuse. Puget, Pagnol, Pablo, ça c'est Pagnol. Puget, Pagnol, Puget il est là. Pini. Bah t'as Odenay. Ils se fight un peu ou... Ouais, c'est raciste les animaux. C'est vrai? Ouais. Naturellement les animaux sont racistes, que ce soit les chevaux ou les bovins. Si par exemple les animaux tu les considères juste comme des kilos, t'es en lutte sur de la productivité, sur du temps, sur de l'efficacité. Et donc t'es que dans des paramètres de technique. Il faut que je passe tant de bêtes à l'heure, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et le mec, si t'as un des paramètres qui vole, il explose parce que il a tellement une pression, il s'est mis tellement une pression d'investissement, d'efficacité, etc. Bah, à un moment, tout son système peut s'écrouler, quoi. Il est toujours au bord de l'effondrement, quoi. Tu leur donnes un nom, c'est ce qui résonne dans notre émotionnel. Tant que tu restes dans le numéro, tu es dans le productivisme, tu vois, tu es dans l'acte de vente. de vente. Bien sûr. Tu es dans les kilos, tu es dans la productivité. Quand tu es dans le nom, bah, tu es obligé de te ralentir. Nous, on est responsable de la... On a vie et mort sur les animaux. Ouais. Et quand tu es responsable de la vie et de la mort sur un animal, ça engage beaucoup plus de choses que simplement dire bon, allez, c'est bon, faut qu'il ait à manger, il faut qu'il soit en sécurité. C'est pas simplement... Si c'est de la sécurité et de l'alimentation, c'est des kilos sur pattes. Bah, nous, c'est des individus qu'on a. Ils naissent dans un milieu où il y a une espèce qui est dominante. Ils le savent bien mieux que nous. Mais du coup, nous, en tant qu'espèce dominante, ça nous oblige à être hyper responsables vis-à-vis d'eux. Il y avait aussi par rapport, tu vois, aux quantités consommées. Enfin, c'est hallucinant. Là, on a triplé ou quadruplé la consommation en 50 ans, tu vois, de viande et de produits animaux. Si tu fais ça, forcément, il y a un moment, tu peux pas être éthique tout le temps. Parce que autrefois, dans les fermes, je veux dire, quand on tuait le cochon, on tuait le cochon, quoi. C'était au mois de février. On n'allait pas manger du jambon blanc tous les midis, tu vois. Et des lardons Herta dans la pizza. Non, mais tu vois ce que je veux dire. On tuait le cochon, voilà. Et c'était le cochon. Écologique, ça veut dire qu'on a une étiquette écolo, qu'on s'est collé, mais ça veut pas dire qu'on est contre tout le monde. Au contraire, on est complètement inséré dans notre territoire et on fait appel aux autres. La ferme, elle est chassée que 2 fois par an, c'est les chasseurs qui viennent. Et c'est sur... en fait, ils font les pieds toutes les semaines et on en discute toujours ensemble. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une lutte entre les chasseurs et nous, c'est vraiment une gestion en commun. Par exemple, on replante des arbres, on a besoin de protéger un peu les arbres des dégâts de gibier pendant 1 an ou 2. Bah, ils vont passer. Ils nous aident à les protéger et ils nous aident même à planter. C'est-à-dire que le jour où on plante, on a les 4e du collège qui viennent pour apprendre à planter, pour apprendre à savoir l'intérêt d'une haie, etc. Mais on a aussi les chasseurs qui sont là. Ça te pose pas un problème, toi, de travailler? C'est pas du travail. Je suis en vacances toute l'année. C'est ça. Tu vois, il n'y a pas que l'aspect production de viande. C'est important que tous les éléments de la ferme, donc que ce soit la faune sauvage et les animaux d'élevage, puissent se sentir bien sur le site et que chacun évolue ensemble. Puis après, il y a une harmonie entre les deux. Forcément, quand tu mets 15 vaches sur 2,5 hectares pendant 3 mois, ça ramène énormément de matière organique. Tu ramènes du foin, donc les vaches, elles bousent. Et donc tu ramènes beaucoup de matière organique. Donc au bout de 4-5 ans que tu as bien retapé ton sol, bah, tu changes de parcelle et comme ça tu crées des rotations. Doucement vinyle, doucement, trompe-toi. Ça c'est Sonia. Ça va Sonia. Tu as des aires de production et des aires de consommation. Et en fait c'est ça qui pose problème dans la répartition à l'échelle de notre pays, voire même de l'Europe. Et en fait, c'est une vision quasiment, c'est une remise en cause de la mondialisation, parce que la mondialisation, elle se fait aussi à l'échelle du pays. Dès l'instant que tu spécialises des régions en disant la viande, c'est le Massif central, c'est les montagnes, le lait, c'est la Bretagne, les céréales, c'est la plaine de Beauce, les patates, c'est le nord de la France, et puis le sud-ouest, on y fait un peu de carottes, un peu de machin. On ne peut pas répondre à la question de comment on peut faire pour nourrir des gens à Paris, si on change pas, si on bouleverse pas cette organisation-là. C'est pas à nous d'envoyer de la viande à Paris, tu vois, ça n'a pas de sens pour nous. Nourrir d'abord les voisins. On essaie de vendre la quasi-totalité de notre production à 100 km. Pourquoi envoyer de la viande à Paris? Je veux dire, autour de Paris, il y a des terres
Simplement, il faut modifier le modèle, quoi. Je vois, j'ai des copains, ils sont pas vraiment engagés L214, militants et tout, mais en fait, ils achètent plus de viande parce qu'ils misent le bio, c'est galvaudé parce qu'à Paris, c'est utilisé dans tous les trucs. Ouais, bah c'est sûr que quand tu te stigmatises, tu t'individualises. Quand tu individualises, tu crées des communautés. Et des communautés, c'est plus facile parce que telle communauté pense de telle manière, on peut agir plus facilement que lorsque les gens sont éduqués, cultivés, et qui ont la capacité de prendre du recul, de faire vraiment des choix, etc. C'est plus dur de les orienter de manière très verticale avec un martelage publicitaire. Tout le problème derrière la communication, c'est l'authenticité. Bon voilà, si tu as une culture d'authenticité et que tu es capable de montrer que ce que tu penses et que ce que tu fais, c'est vrai. Cette ferme, en 1850, il y avait 47 personnes qui habitaient ici. Aujourd'hui, on est les seuls à valoriser la même surface. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est une hérésie de l'évolution humaine. Donc n'importe quel néo-rural qui a 45 ans, qui dit bon écoute, moi je veux changer de vie parce que ça me correspond plus, etc. Il peut débarquer ici. Hein. Je veux dire, il va venir en quête de quelque chose. Il viendra en quête non pas d'authenticité et de comment ça s'appelle, de relation au vivant. Il va venir en quête de lui, de retrouver quelque chose qu'il y a au fond de lui. C'est ce que tu fais. Mais arrête de m'interpeller à chaque fois. Celui qui veut changer un peu le monde, ici il a un terreau pour le faire. Tu débarques pas en disant je vais accéder à la terre. Ouais. Nous on a mis 7 ans à reprendre la ferme. Je veux dire, le gars il a bossé pendant 40 ans, c'est une ferme de famille, il va pas la louer du jour au lendemain à n'importe qui. Et donc c'est normal qu'il lui faille 4, 5, 6 ans pour pouvoir te transmettre. Et puis toi tu débarques de n'importe où, qu'est-ce que tu connais du terroir? Qu'est-ce que tu connais de l'histoire? Il faut du temps quoi pour s'imprégner, pour infuser ça dans ton corps, dans tes gènes un peu là. Il faut créer une relation avec des gens. C'est-à-dire qu'il faut aller voir des paysans. Il y a plein de paysans qui veulent transmettre à des jeunes. Moi, j'ai plein de jeunes qui sont venus se présenter pour s'associer. Ils me disent non, moi, je veux pas faire comme ça. Je veux être propriétaire. Je veux pas mettre de l'argent dans un truc sans fond en tant que locataire. Bah oui, mais tu te plantes déjà. Déjà, tu vas te mettre 200 ou 300 000 euros pour acheter les vaches, le matériel. Tu vas pas te remettre 700 000 euros pour acheter du foncier. Je veux dire, à un moment, ça va pas passer quoi. T'auras pas de salaire. T'auras pas de vie, et puis la banque, entre aller voir une banque pour 300 000 euros d'emprunt et aller voir une banque pour 1 million, faut pas, quand t'es pas du terrain et que tu arrives avec 0 en poche ou tu as 10 000 balles, il y a un moment, il faut être cohérent. Un modèle financier où tu vends pas de broutard pour l'engraissement en Italie, aujourd'hui en région Limousine, ce qui est 99% du modèle ici, broutard 8 mois qui part en Italie se faire engraisser au maïs, si tu ne fais pas ça, ils n'ont pas de référence. Donc en fait, tu leur présentes des chiffres, tu leur dis on va garder les animaux 3-4 ans. Là, ils te mettent, mais vous n'aurez pas de rentrée d'argent pendant 3-4 ans, là, je comprends pas. Oui, parce qu'en fait, on va garder les animaux longtemps pour faire une meilleure viande, etc. Ça leur parle pas du tout. Tu te dis, ah oui, mais c'est quoi le modèle financier? Alors comment ça se passe là, en fait? Ils n'ont pas de référentiel, donc ils n'ont pas confiance, parce que c'est pas ce qu'on leur a vendu. Donc tu vois, et la chambre d'agriculture, on leur parle de nos modèles, mais pour eux, c'est complètement déconnant. Puis aussi, il faut que tu vois que des systèmes comme ça, ils sont autonomes et résilients. C'est-à-dire que derrière, on n'achète quasiment pas de matériel, on n'a que du matériel d'occasion. Le tracteur, on fait quelques heures par an, on s'en sert quasiment pas, on ne fait pas marcher le vendeur de carburant, on n'achète pas de semences, on n'achète pas de bouffe pour les animaux puisqu'ils mangent que de l'herbe. Il faut imaginer que quand ils s'installent un producteur pur qui élève des broutards et qui les vend à l'export, le mec il est producteur. Nous on est producteur et en plus on intègre une fonction de transformation, puis une autre fonction qui va être la fonction de mise en marché, donc fixation du prix, relation avec les clients. Et donc ça veut dire aussi que les profils montent en compétences. Et donc quand ils se retrouvent avec quelqu'un qui est monté en compétences devant eux, moi c'est ce que j'ai dit parfois aux banquiers, j'ai dit je pourrais être ton chef. Tu vois ce que je veux dire? Normalement j'aurais dû être son chef quoi. Et même au centre de gestion. Et donc en fait ils n'ont pas envie qu'on soit leur chef, parce qu'aujourd'hui c'est eux les chefs dans les fermes. Sauf que moi, quand ils viennent chez nous, c'est nous qui pensons. Ils ne pensent pas à notre place. Et donc ça, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué parce que du coup, on a des gens plus compétents, avec une palette de compétences plus large, et on est capable de réseauter très rapidement. On n'a pas besoin d'eux pour réseauter, pour pouvoir trouver tout de suite des connexions et monter notre système. La banquière, nous, quand on lui a présenté le projet, 1 an plus tard, elle m'a dit « C'est la première fois qu'il y a un gars qui m'a présenté un projet et qu'il respecte à l'euro près à la fin de l'année, de la première année. » Il me dit « J'ai jamais vu ça. » Mais elle me dit « Maintenant, je te fais confiance. »
l'homme de lui-même, il va amener de la complexité, essayer de construire un truc. Alors qu'en fait, non. On est là on est dans un écosystème et on essaye tout doucement de le faire évoluer pour que l'excédent de cet écosystème puisse nous nourrir. C'est tout ce qu'on veut. Quand on se projette avec Soph, on voudrait que dans 30 ans, il n'y ait que seulement 30% de l'activité qui dépende de la mort des animaux. Mais en plus qu'on soit 5 à produire. D'accord. Donc pour ça, effectivement, il faut remettre de l'arbre. Faut remettre du végétal. Mais du végétal qui nourrit. Et quand on parle de nourrir avec Sophie, on parle pas de simplement nourrir des calories. Ce qu'on veut, c'est qu'ils nourrissent à la fois le sol, parce qu'un arbre, c'est 40% de sa biomasse qui est redonnée au sol tous les ans. Donc qu'ils nourrissent aussi la fertilité, tu vois. Et qu'ils nourrissent aussi notre... il va te donner de l'air, il va te filtrer ton eau. On voudrait déjà retrouver ça. Et puis après, on voudrait aussi nourrir l'esprit, nourrir le beau. Parce que l'arbre, il construit un paysage. Et quand il nourrit le beau, il nourrit l'esprit, il nourrit aussi le bien-être, le bien-vivre dans le lieu. Et ça, c'est hyper important. Est-ce que tu es 100% convaincu de ce que tu dis? Ou est-ce que il y a un effet de... Tu vois? Tu te le racontes aussi? Est-ce que c'est dans l'air du temps? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agriculteur qui se lance a plus intérêt à être dans l'air du temps. Moi, non, l'air du temps, c'est pas ça. L'air du temps, aujourd'hui, le système économique, le système, il te pousse à investir à fond. Normalement, si j'avais été dans l'air du temps, j'aurais coupé tous les arbres, j'aurais fait du maïs ici. Parce que c'est ça dans l'air du temps aujourd'hui. Sauf que, en me formant de cette manière-là, j'ai pu aussi vivre le système de l'intérieur et mieux le comprendre. Donc aujourd'hui, je sais comment il fonctionne. Et je sais aussi comment insérer un projet comme ça dans ce système-là qui fonctionne différemment. C'est compliqué parce qu'en fait, moi, je fais pas appel à l'investissement, je fais appel à une agriculture lente, du long terme. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on pense pour 30 ans, pour les 30 ans qui viennent. Quand je plante un arbre là, c'est parce que dans 30 ans, je veux produire quelque chose, quoi. Et donc, on fait une agriculture longue et c'est pas du tout le système économique dans lequel on est placé, quoi. On n'est pas placé dans ce cadre-là. Donc, il faut avoir suffisamment de compétences pour jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire se dire comment je prends mon système en transition, comment je le déplace, comment je le réoriente, sans perdre pied économiquement et pour pouvoir en vivre tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Si je me mets en danger, économiquement et même personnellement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être obligé de tout vendre et c'est un industriel qui va reprendre ça. Et donc j'aurais perdu deux choses. J'aurais perdu un, mon projet, et deux, tout l'idée, enfin tout le dessin qu'on se faisait de ce lieu, quoi. Donc non, c'est pas du vent, quoi. Moi, tu sais, je viens de Seine-Maritime, j'aurais dû être à fond syndicat jeune agriculteur et modèle industriel, quoi. Et j'ai même été formé pour ça. Et donc tu es responsable de casser les choses. Donc d'un autre côté, toi, tu poses un sac à dos qu'il y a 5 générations qu'on a mis sur le dos des gens. C'est ça. Et donc tu le poses en disant non, c'est pas celui-là, je vais en prendre un autre et je vais le charger moi-même de mon projet. Et donc ça, c'est difficile à entendre parce que c'est aussi une incertitude, parce que quand c'est des relents de métayage et tout ça, quand tu as des paysans qui ont réussi à acheter leur ferme et à la transmettre, pour eux, ils ont fait le travail d'une vie, quoi. Et moi, je m'en vais. Et je dis, vous en faites pas ce que vous avez fait sur 5 générations, je vais le faire en tout seul, moi. Donc c'est un peu prétentieux, c'est un peu ambitieux. Mais d'un autre côté, mes parents, ils nous ont offert, et les parents de Sophie aussi, ils nous ont offert juste une idée dans notre tête. C'était qu'on était libre d'entreprendre là où on voulait et qu'on aurait les compétences. Et je pense qu'ils se sont rendus compte a posteriori qu'ils ne nous ont pas transmis une terre avec un attachement à un endroit, ils nous ont transmis des compétences et de la liberté. Et je pense que c'est plus beau que simplement de la terre, tu vois. Mais au début, quand il vous a dit je m'installe dans le Limousin, ça vous a un peu titillé quand même? Une déchirure parce que Ouais, moi j'avais ça a jamais été, eu. Non, moi j'avais jamais connu de chagrin d'amour autant que celui-là. C'est beau.
C'est beau. Ils nous ont montré qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec n'importe quoi. Donc on le fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a gardé des bonnes racines. Il a mis un peu de Normandie ici quand même. même s'il a changé de région, on y retrouve des caractères familiaux. Oui, les traits. Des traits familiaux, oui. Mon père aimait l'élevage, les arbres. Moi, mon rêve, c'était je l'ai réalisé en plus. C'était de travailler de la terre, être éleveur. Ils se sont installés à 30 km de chez eux parce que à cette époque-là, quand tu nais dans les années 50 et que tu t'installes à 30 km de chez toi dans les années 80, c'est déjà une distance. Ouais. Mais sauf que moi, il y a une génération de plus. Et la distance, on est formé, on a fait un tour du monde, ce qu'ils n'ont pas fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On s'installe avec un bac plus 5 et tout ça. Et donc, forcément, on se permet. Nous, on se projetait peut-être même de prendre une ferme en Argentine. Je veux dire, on n'était pas. Je pense que la génération de nos parents n'ont pas fait, c'est-à-dire qu'ils étaient plus dans la suite du modèle. Ouais. Et nous, on a décidé de rebattre les cartes complètement. Et à un moment, ça, c'est le truc un peu culotté de l'affaire. Mais peut-être on avait le recul nécessaire et la chance d'avoir eu un accès à l'éducation, d'avoir beaucoup réfléchi à tout ça pour pouvoir le faire, quoi. Enfin, nous, notre vie, elle était basée sur les enfants, et puis il allait reprendre la ferme. Depuis l'âge de 3 ans, il était dans mes pattes à vouloir être paysan, et moi, mon père ne voulait pas que je sois paysan. Alors moi, j'ai dit, j'ai la chance de pouvoir lui, comment on appelle ça, lui donner ce que j'ai pas eu. Alors au maximum, même peut-être de trop. C'est là où j'ai péché parce que j'ai donné... j'avais plus qu'un objectif, c'était ça. T'as pas donné une ferme, t'as donné la capacité à s'installer n'importe où. C'est ça que vous avez donné. Parce que Oui, avec l'éducation. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez montré que en prenant une ferme qui n'était pas celle des parents, avec dans des conditions compliquées, etc., on pouvait, que c'était possible. L'installation hors cadre familial, bah, c'était possible. Et en fait, vous avez juste transmis ça. C'est de se dire, mais peu importe où tu seras, de toute façon, si tu veux être agriculteur, tu pourras. Mon père, il est parti fâché avec ses parents, il est parti avec son vélo et ses chaussures du dimanche, comme on disait à l'époque, pour se marier avec ma mère, mais c'était la ferme d'à côté. Il y avait 1,5 km qui séparait les deux fermes. 1 km. Et mon grand-père paternel lui a trouvé une petite ferme de 17 hectares, il s'est installé, puis moi je suis né, et mes frères et sœurs. Et c'est son frère, mon père, son frère aîné, qui a eu la ferme. Et son frère aîné, en 1987, est tombé malade. Et moi, à l'époque, je livrais des yaourts chez Gervais Danone. Je commençais ma journée à 1h30 du matin et je terminais vers 11h. Et ma tante, qui habitait à 2 km, me dit bah, « Ton oncle est malade, veux-tu nous donner un coup de main ?» l'après-midi. Donc j'allais l'après-midi, donner à manger aux bêtes, faire ce qu'il y avait à faire. Et puis mon oncle est décédé et elle m'a dit « Veux-tu faire, parce qu'elle avait 50 ans, veux-tu faire un GAEC avec moi ?» Parce que je voudrais aller jusqu'à ma retraite. Donc j'ai fait un GAEC avec ma tante. Et l'inhumation de ma tante est mardi prochain. C'est pour ça qu'on rentre en Normandie en plus. Et donc j'ai travaillé avec elle jusqu'en 95. Et là, l'Europe avait dit pour installer un jeune, si on prend sa pré-retraite, elle est financée par l'Europe. Donc ma tante a pris sa retraite en 95 et je me suis retrouvé avec 54 hectares et toute la ferme, quoi. Et puis toutes les parts sociales à rembourser et tout à relever parce que c'était dans un état assez difficile. Et là, quand j'ai repris la ferme, mon père, qui était à la retraite, est venu m'aider. Et donc il est revenu. Travailler avec moi. Et là, ça a été une grande complicité entre nous deux. J'ai eu cette chance d'avoir, je dirais, mon père, quoi. Et il est venu travailler 10 ans, il est décédé en 2005. Et ça a été quelque chose de... On était complices, on aimait les mêmes choses.
Et puis à la fin de sa vie, il s'est aperçu des efforts que l'on avait fait tous les deux pour relever cette ferme. Et les 2 dernières années de sa vie, j'ai commencé à exister dans ces... Oui, t'as reconnu. Quand il a des soucis, il m'appelle en me disant tu ferais comment enfin, c'est... non, c'est leur réussite à eux deux, hein, c'est pas nous. Hein, mais par contre, il y a un échange, il y a des projets où on est... quand on vient tous les deux, Françoise elle s'occupe des enfants, moi je conduis le tracteur, on échange, j'apprends le parcellaire de la ferme, je m'oriente, et on a trié des animaux l'autre jour toute la journée, les foins, on participe, enfin c'est... Et moi, j'ai cette sensation, quand je l'aide, de ressentir ce que mon père ressentait quand il venait m'aider. Et là, j'ai l'impression qu'on est un. Quoi. C'est un bon réseau, quoi. Ouais. On est connectés, quoi. Oui, voilà. Quand t'es paysan, tu fais ce que tu veux. C'est un métier de tous les possibles. Donc si tu es en cohérence avec toi, avec le lieu que tu vas trouver et avec les gens qui t'achèteront ton produit, tout est possible. Et donc ici, on a en plus des conditions sur le Limousin, la Charente, le Poitou-Charentes, où on a un foncier qui est pas très élevé. On a des gens qui sont prêts à louer aux jeunes agriculteurs. On a plein de gens qui croient dans le modèle paysan, bio, pas bio, en tout cas ils croient dans le modèle local, paysan, avec des produits de terroir adaptés à leurs attentes et adaptés aussi au potentiel de production des producteurs. Je veux dire, il y a des instances, je pense qu'il y a des instances politiques, je parle pas des politiques agricoles, mais certaines instances politiques qui sont à l'écoute de ça. Il faut y aller. Ça fait tomber, d'une certaine façon, ça fait tomber un pan d'économie. C'est une forme de décroissance d'aller vers ces systèmes-là. Mais c'est fou de penser qu'on va moins polluer, on va consommer moins de produits chimiques, on va avoir moins recours à tout un tas de choses à l'extérieur, et notamment matérielles. Et donc aujourd'hui, on a besoin de ça, puisqu'on a besoin d'être sobre, on sait, dans le monde d'aujourd'hui, on sait. Mais la société n'est pas prête à ça. Parce que ça fait... En fait, c'est le fameux débat, est-ce qu'on peut faire de la croissance verte ou est-ce qu'il y a de la décroissance ? C'est une forme de décroissance. Une ferme comme nous, ça fait pas vivre beaucoup de gens autour. Ça fait vivre personne. Une ferme laitière en Bretagne, ça fait vivre l'inséminateur, la coop de lait, le vendeur de matériel, le vendeur de semences, le vendeur de produits phyto. C'est plus facile, honnêtement, d'être avec une coop en système intégré. Ta coop, elle te vend tes semences, elle te rachète ta production, elle achète tes broutards, elle les envoie en Italie, tout est bordé, tu n'as rien à faire. Tu as juste à produire, voilà. Nous, on se rend compte que quand on parle avec des gens de bosser ensemble sur des trucs, finalement, ça leur fait peur, ouais, d'une certaine façon. Là, ici, on est les écolos du coin, tu vois. Dès qu'on voit un truc, on est catégorisé, donc ça nous... On se sent bien avec ça, mais on a fait de la Hereford, au pays du Limousin. On a appelé notre ferme écologique de Gorse, tu vois le truc. On est des agitateurs, là, c'est un peu... C'est ça. Et oui, il y a des gens, je pense que c'est un peu... T'es une veto qui bosse 2 jours par semaine. C'est un peu trop qui fait sorcière avec ses mains, qui déteste Bayer. C'est la seule veto quand un mec vient me voir pour un vermifuge au comptoir, je dis « Oh, t'es sûr que tu dois vermifuger tes vaches ?» On est un peu schizo, hein. Tous les jours on se lève le matin, on est à fond dans notre truc, on est convaincu par notre truc, et en même temps pessimiste sur l'échelle macro, parce que de toute façon, par exemple les leviers style la PAC, etc., tant qu'ils n'auront pas bougé, on est bien clair que la vague de changement de paradigme qu'on imagine et d'agroécologie à grande échelle, dans le monde actuel,
tel qu'il est conçu, avec beaucoup de subventions, machin truc, elle n'aura pas lieu. J'ai peur, honnêtement, on a pourtant décidé de faire un 3e enfant, mais je ne suis pas sûre que nos enfants aient le temps de changer le chose. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer un truc qui sera dans un état, mais alors... Il faudrait que je plante 5 fois plus d'arbres chaque année pour réussir à peu près à suivre. Tout le monde dit les enfants, machin, vous inquiétez pas, les générations prochaines, ils vont relever le défi. Génial. On change pas là. Là, tout de suite. Là, combien d'agriculteurs autour de nous sont prêts à diviser par 2 leur carburant ? Ouais, c'est ça. À arrêter les produits chimiques totalement du jour au lendemain, parce que de toute façon, on ne peut pas. La réalité, c'est que ça ne bouge pas, tu vois. On peut être dans notre petit paradis et triper sur ce qu'on fait, les belles vaches, nanana. La réalité macro, c'est qu'on n'est pas du tout, on n'a même pas amorcé la descente, tu vois, je te parle pas de petites transitions, on n'a rien amorcé, rien, en fait il n'y a rien. Tu vois, à l'échelle macro, il n'y a rien. Si tu regardes les chiffres, tu additionnes les petites structures comme nous qui font du low carbone, voire du carbone positif et du stockage de carbone avec tout le reste, et ben du coup, on est une goutte d'eau, tu vois, on peut pas compenser le truc. Sur 600 fermes évaluées, il y en a 5 qui sont en neutralité carbone, et nous, on est dedans. Voire même nous, on stocke du carbone, c'est-à-dire qu'on stocke plus de 150 tonnes de carbone chaque année. Ouais. 150 tonnes, ça veut dire qu'un Français moyen, il émet 11 tonnes de carbone par an. Ça veut dire qu'on compense la vie d'une dizaine de personnes. Donc là, la solution, elle nous pend en nez, quoi. Et la solution, elle est juste là. Est-ce que cette espèce de surmédiatisation, ou médiatisation tout court, de l'agriculture occulte pas le fait que, pour le moment, le modèle qui croît et qui continue de se répandre et se développer est une agriculture de plus en plus intensive, où les animaux, enfin moi je le vois ici, les fermes laitières, on a 250 éleveurs dans la clientèle, là, Veto. On a une quarantaine de laitiers. Là, moi, ça fait 12 ans que je suis installée. Il n'y a plus que 2 éleveurs qui font pâturer leurs vaches. Les autres vivent en circuit clos, robot de traite. Bonjour, je vais manger à l'auge, je vais me faire traire, je vais dans ma salle de repos m'allonger, voilà. Et elle fait ça toute la journée, la vache. Ça, c'est le modèle normal, avec l'unité de méthanisation à côté. Moi, j'aurais jamais pensé ça il y a 20 ans de ce que vous faites. Il y a 20 ans, on n'était pas dans le contexte. C'est pas ce que je dis. Moi, il y a 20 ans, j'aurais jamais pensé à votre histoire. Et aujourd'hui, elle existe, elle vit. Et vos enfants, sur les 3, il y en aura 2, voire 3 qui apporteront encore ce projet, même multiplié par tous ceux qui font la même chose. Mais moi je crois en l'homme. Et je crois que ça va changer. Moi j'y crois moyennement. Parce que la nature aujourd'hui, elle est en train de nous montrer qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne va pas assez vite. On est en bio depuis plus de 50 ans ici sur cette ferme. Donc pour les consommateurs qui ont confiance en ce qu'on produit, tout ce qui est ici est bio. On ne peut pas trahir ça. C'est vraiment ancré dans l'image maintenant de cette ferme de Chassagne. Donc je suis paysan en pastier, du coup je cultive des céréales. Ouais. Je stocke ces céréales, je les trie et j'ai un moulin, donc je fais de la farine avec les céréales. Et ensuite, avec la farine, je fais des pâtes. Voilà. J'étais dans l'informatique industrielle en région parisienne jusqu'à il y a 6 ans. Et puis j'ai fait un burn-out à un moment donné. Et je me suis dit, voilà, à quoi ça sert tout ça. Quand j'ai compris que si je voulais que ça change, il fallait que je m'y mette. Et bien, je m'y suis mis. Une reconversion en fait. Avant, on était comédien et décorateur dans le cinéma pendant plus de 20 ans. Et on s'est reconverti il y a 3 ans. La Mich ? Ouais. Quelle blague. Non, pas du tout. Non, même au contraire, vu qu'on met en place sur la ferme des techniques agroécologiques plutôt innovantes. Non, Amish, non. Après, ça dépend comment on les considère. Eux, ils ont des techniques aussi relativement abouties en termes de sobriété, donc je pense que c'est plutôt des gens chez qui on peut s'inspirer. Non, c'est complètement indépendant et autonome du reste des circuits de la grande distribution.
C'est plus facile d'être en conventionnel que d'être en bio, bien sûr, en viticulture. Ouais, parce que tu prends pas de risque. Tu as un produit systémique qui vient tout de suite agir dès que tu as un petit problème d'insecticide, de fongicide. Voilà, hop, tu mets le produit. Alors que nous, on est plus dans la prévention. On essaye de maîtriser plus notre production, donc d'être sur des rendements moins hauts, pour que notre vigne dure plus longtemps, pour qu'elle soit moins malade, qu'elle soit plus fortifiée. On essaye d'avoir des engrais verts pour l'alimenter, enfin de créer une symbiose avec une biodiversité entre le sol et la plante, quoi. Oui, je suis un paysan. Un paysan, ça préserve le paysage. Un exploitant, ça exploite. L'abeille est un témoin de l'environnement. Si elle a mal, c'est nous qui avons mal. Donc la nature, c'est notre mère. Actuellement, on a besoin des poètes. On a besoin des artistes. C'est ça qui va plus nous aider. Et moi, je dis en tant que paysan, faut montrer le beau, le joli, tout ce que l'on aime. C'est ça le vieux? C'est Maître Yoda. Maître Yoda? C'est le penseur. Moi, j'ai été attiré, c'est ici. T'imagines vivre avec des enfants là, ils ont une vraie connexion avec la nature.